Le silence qui étouffait la chambre secrète n'était pas un silence de paix, mais un vide gorgé d'une humidité suffocante, la même qui pourrissait lentement les fondations du manoir de Beaulieu. C'était une pièce sans fenêtre, une annexe dissimulée derrière une bibliothèque pivotante, dont l'air sentait le bois de cèdre ancien et l'odeur âcre de la peur mal contenue. Adèle et Béatrice étaient deux répliques ciselées du même marbre froid, mais leur conflit intérieur les avait rendues asymétriques. Adèle, vêtue d'une robe de mousseline bleu pâle, se tenait près de l'unique cruche d'eau posée sur une commode sculptée. Ses mains étaient serrées, les jointures blanches et tendues, comme des fils d'arbalète, prêts à se rompre. Elle ne regardait pas Béatrice, mais fixait plutôt un point juste au-dessus de la tête d'Élias, l'homme, au centre de cette arène silencieuse. Élias était assis sur la dalle de pierre froide, les épaules affaissées, éclairé seulement par la faible lumière filtrant par l'entrebâillement du panneau qui venait d'être refermé. Une lourde chaîne de fer rouillée lui entourait la cheville droite, se terminant par un anneau fixé au mur. Ses yeux étaient deux puits d'une lassitude infinie, mais sous cette résignation perçait l'étincelle têtue d'une dignité qu'elle n'avait pas réussi à lui voler. Il était là, nu sous sa chemise de lin déchirée, le trophée vivant de leur rivalité morbide. Béatrice, elle, ne parvenait pas à rester immobile. Elle arpentait l'espace exigu devant le lit de camp vide, chaque pas écrasant un peu plus le tapis perçant délavé. Elle portait une robe de soie cramoisie, une teinte trop riche pour l'heure de la journée, mais qui reflétait la chaleur fiévreuse qui l'animait. Ses cheveux, tressés avec une négligence calculée, tremblaient à chaque mouvement brusque. « Il est à mon tour, Adèle !» murmura Béatrice, sa voix aussi tranchante que les aiguilles de pin jonchant la cour extérieure. Elle n'élevait jamais le ton dans cette pièce, comme si la peur qu'Élias n'entende la moindre faiblesse était plus grande que leur besoin de se déchiqueter. Adèle inspira lentement, l'air vicié lui emplissant les poumons. Le bruit le plus fort, à cet instant, n'était pas leur conversation, mais le bourdonnement incessant d'un moustique piégé quelque part dans les draperies. « Les règles sont claires, Béatrice. Hier soir, il a refusé le fruit que tu lui as apporté. Cela annule ta cession. » Les lèvres d'Adèle s'étirèrent dans un mince sourire de triomphe glacial. Élias ferma les yeux. La nourriture n'était qu'un prétexte. Le fruit, une mangue trop mûre, lui avait été offert avec une sensualité déplacée, et le refus était le seul acte de résistance qui lui restait. Il savait que refuser la nourriture de Béatrice signifiait la donner à Adèle, mais l'échange de geôliers était toujours préférable à la soumission totale. Béatrice s'arrêta net, ses poings serrés de rage. Elle détestait la logique d'Adèle, la manière dont sa sœur parvenait toujours à transformer leurs pulsions animales en un protocole rigide, presque une affaire d'État. Refusé, il a été distrait par la fatigue, répondit Béatrice, sa gorge se serrant. Elle avançait vers Élias, ignorant le regard d'Adèle. Élias sentit son approche avant même de la voir. L'odeur de la vanille et du musc qui l'accompagnait était presque aussi lourde que l'humidité. Quand elle se pencha, son ombre enveloppa la sienne, et il ne put s'empêcher de contracter ses muscles, une réaction défensive que Béatrice interpréta immédiatement comme de l'attente. « Vois-tu, Adèle, il ne dit rien. Sa soumission est totale. C'est à moi de le soigner maintenant. » Béatrice étendit une main tremblante vers la tempe d'Élias. Son doigt effleura la ligne sombre de ses cheveux mouillés de sueur. C'était un geste qui n'avait rien de charitable, c'était une revendication territoriale. Élias, malgré son épuisement, inclina légèrement la tête en arrière, échappant au contact de quelques millimètres seulement. Ce petit mouvement, à peine perceptible, fut suffisant pour faire basculer la rage de Béatrice vers la folie. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée et se retourna pour affronter Adèle, son visage déformé. « Tu as dû lui parler pendant la nuit. Qu'est-ce que tu lui as promis cette fois, Adèle? La liberté. Pour un homme enchaîné dans une plantation, la liberté est la monnaie la plus vile. » cracha Béatrice. Adèle prit la cruche d'eau.
Elle la souleva et, avec une lenteur exaspérante, versa le contenu dans le bol en étain. Le bruit de l'eau claire se déversant semblait rompre la tension de la pièce, mais ce n'était qu'une fausse alerte. Adèle ne fit pas un pas vers Elias. Elle se contenta de fixer Béatrice, avec une pitié simulée qui était pire que toute insulte. « Je n'ai pas besoin de lui promettre la liberté, chère sœur. Je lui offre le silence de tes hystéries, le silence de tes exigences. Je lui offre un répit. » Adèle marqua une pause, le regard se posant enfin sur Elias, et dans cette seconde, leur lien pervers fut exposé. Et lui, Elias, il choisit la main qui le frappe le moins fort. Elle déposa le bol près du mur, hors de portée d'Elias, sans l'approcher. Le jeu n'était pas de lui donner l'eau, c'était de lui montrer qui contrôlait son accès à la vie. Elias sentit la soif, la sécheresse de sa gorge, mais plus encore, il sentit l'humiliation profonde de cette scène grotesque. Il n'était plus un homme, il était l'enjeu d'un duel psychologique entre deux femmes qui s'ennuyaient à mort dans leur opulence sudiste et cherchaient un moyen de se détruire l'une l'autre par procuration. Béatrice recula, le souffle court. Les mots d'Adèle avaient atteint leur cible. Ce n'était pas la jalousie qui la rongeait, mais la réalisation qu'Elias préférait la cruauté froide et distante d'Adèle à sa propre passion désordonnée. « Tu n'es qu'une âme vide, Adèle. Tu ne désires pas Elias. Tu désires seulement la preuve que je ne l'aurai jamais. » Adèle sourit, et ce sourire était une victoire écrasante. Elle ne nia pas. Elle se tourna vers la porte secrète, prête à partir, à laisser Béatrice mijoter dans sa propre défaite. « Tu devrais sortir, Béatrice. Laisse-le se reposer. L'air frais de la plantation te fera du bien. Peut-être que le soleil t'aidera à te souvenir de ton rôle et du sien. » C'était un rappel perfide de leur position sociale inébranlable et de la condition d'esclave d'Elias, un rappel que même dans ce huis clos tordu, il n'était qu'une propriété disputée. Béatrice ne bougea pas. Elle observa Adèle pousser le mécanisme rouillé de la bibliothèque pivotante, le grincement étant le seul bruit honnête de la matinée. Elle attendit que la lumière s'éteigne et que le mécanisme se verrouille. Puis, elle se retrouva seule avec Elias. L'atmosphère changea immédiatement. L'absence d'Adèle ne calmait pas la tension, elle la concentrait. Béatrice s'approcha du bol d'eau laissé par sa sœur et le fixa, un conflit terrible brûlant dans ses yeux verts. Elias, enfin, ouvrit les lèvres, sa voix un murmure rauque qui traversa l'air lourd. « Maîtresse !» Le son de sa voix brisa la résolution de Béatrice. Elle se précipita, mais au lieu de lui donner l'eau, elle s'agenouilla près de lui, ses mains agrippant sa chemise mouillée. « Dis-moi que tu ne la préfères pas, Elias. Dis-le-moi, et l'eau sera à toi, et bien plus encore. » C'était le cœur du gancho choquante, la négociation de sa survie contre une trahison émotionnelle. Elias sentit l'odeur sucrée de la vanille, la pression de ses doigts tremblants et l'acier froid de la chaîne autour de sa cheville. Il leva les yeux, non pas vers elle, mais vers le plafond bas, attendant le moment où il devrait choisir entre la mort lente ou le mensonge libérateur. Le silence revint, un manteau de velours lourd et sombre jeté sur la scène. L'air, saturé d'humidité, stagnait, portant le parfum entremêlé de la vanille luxueuse de Béatrice, du musc terreux qu'elle portait parfois, et, en dessous, la faible odeur salée de la sueur froide d'Elias et l'âcreté métallique de la vieille chaîne. La seule source de lumière était un mince trait jaune pâle rampant sous la bibliothèque verrouillée, une promesse moqueuse du monde extérieur où le soleil de la Louisiane brûlait les champs de canne à sucre. Elias gardait les yeux levés vers les planches du plafond, là où l'humidité avait dessiné des cartes géographiques complexes de moisissure. Il essayait d'y trouver une évasion, une ligne de fuite mentale. Les mots de Béatrice résonnaient dans la petite pièce, creux et désespérés. « Dis-moi que tu ne la préfères pas. » Il sentait le poids de son corps agité, la façon dont elle s'agrippait à lui, non pas par affection, mais comme un naufragé à un bout de bois. Dans son esprit, il y avait un calcul froid et brutal. Béatrice était la passion, l'impulsion.
Ces moments de cruauté étaient entrecoupés d'une tendresse désordonnée et dangereuse, faite de remords et de cadeaux excessifs. Adèle était la constance, la règle. Elle maintenait une distance psychologique, rendant l'humiliation plus supportable, car elle ne prétendait pas à l'amour. Préférer Adèle, c'était choisir une prison sans illusion. Préférer Béatrice, c'était risquer l'engloutissement total par une obsession volatile. La soif était une sensation physique brûlante dans sa gorge, mais la peur de prononcer la mauvaise réponse était bien pire. Il avait appris, au fil des mois passés dans cette chambre, sans jour ni nuit, que la vérité, même la plus inoffensive, était le poison le plus efficace pour ces deux âmes jumelles. Béatrice, voyant son hésitation prolongée, retira ses mains avec une lenteur calculée. Elle s'éloigna légèrement, juste assez pour observer le jeu d'ombre sur son visage, le menton pointu et obstiné, les lèvres sèches. « Pourquoi ce silence, Elias ?» murmura-t-elle. Son ton n'était plus celui de la fureur, mais d'une mélancolie venimeuse, une tactique qu'elle savait particulièrement efficace pour miner sa résistance. « Je suis là, à tes pieds, elle est partie. Ne vois-tu pas que je suis la seule capable de te voir, de t'entendre, vraiment ?» Elias la regarda. Son regard était terne, mais il y avait une clarté désarmante dans le fond de ses yeux. Il savait ce qu'elle voulait dire, qu'elle était la plus faible des deux, la plus humaine dans sa folie. Et il savait aussi que c'était le plus grand mensonge de tous. Leur père, le vieux maître Beaulieu, disait toujours que la faiblesse d'un maître est la chaîne la plus lourde pour l'esclave, car elle exige la pitié en plus du service. Il inspira profondément. Le bois pourri du sol craquait sous le poids de Béatrice. Dehors, il entendit le son lointain et rythmé des pioches dans les champs, le bruit monotone du travail forcé, un écho fantomatique de la vie qu'il avait perdue. « Maîtresse Béatrice », commença Elias, sa voix brisée par la déshydratation, mais contrôlée. Il veilla à ce que chaque mot soit une déclaration de sa position, non de ses sentiments. « Le choix n'est pas entre vous et mademoiselle Adèle. Le choix, c'est entre la discipline et la confusion. » Béatrice se figea. Cette réponse n'était pas celle d'un amant captif, mais celle d'un philosophe. Elle était exaspérée qu'il puisse encore penser, qu'il puisse analyser les règles de sa propre captivité. « Je ne suis pas confuse !» s'écria-t-elle, le volume augmentant légèrement. « Mademoiselle Adèle !» poursuivit Elias, ignorant l'interruption, se concentrant sur le petit filet de lumière sous la porte, « impose ses règles. Elle les suit. Elle attend que je les suive aussi. C'est une discipline. Vous contredisez. Hier, vous me punissez pour un regard. Aujourd'hui, vous pleurez parce que je refuse une mangue. Un homme en captivité a besoin de savoir quand la prochaine tempête va arriver. C'est tout. » Il y eut un long silence. Béatrice était assise sur les talons, les plis de sa robe écrasés sous elle. L'effet de ses paroles fut dévastateur, non pas parce qu'il l'avait insultée, mais parce qu'il avait exposé la puérilité de leur jeu. Il les réduisait toutes les deux à de simples forces naturelles, l'une un mur, l'autre un torrent. Béatrice se redressa lentement, ses yeux se rétrécissant, trahissant une nouvelle ligne de pensée, plus dangereuse que la colère initiale. Elle sourit, un sourire mince et tordu qui révélait une compréhension soudaine. « Ah, je vois. Tu n'as pas peur d'Adèle. Tu la respectes pour la même raison que le chien respecte la laisse. Elle ne t'offre pas l'espoir d'une récompense, mais la certitude d'une punition équitable. » Elle se pencha plus près. Son haleine chaude sentant la menthe fraîche. « Et si je te donnais cette certitude, Elias ?» Elle posa sa main sur le bol d'étain contenant l'eau. Il le vit cligner des yeux. Le geste était lent, délibéré. Elle fit glisser le bol d'1 centimètre, puis d'un autre, le faisant s'arrêter juste au bord de sa portée. « Si je te disais, Elias, que si tu me regardes maintenant et que tu me dis que je suis la plus belle, pas la plus gentille, la plus puissante ou la plus juste, mais la plus belle des deux, je te donnerai l'eau. Et pas seulement l'eau. Je t'apporterai le livre que tu demandais la semaine dernière, celui qui parle des étoiles, et je te promettrai. »
Elle hésita, le souffle court, cherchant le mot qui lui serait le plus douloureux à retirer s'il refusait. « Que je ne te parlerai plus jamais de ta liberté, te laissant dans la certitude que tu es là pour rester. » Fin de la confusion. Élias était pris dans un piège de rhétorique impeccable. Il avait dénoncé la confusion de Béatrice, et maintenant elle lui offrait une discipline encore plus perverse que celle d'Adèle, une discipline fondée sur la flatterie forcée et la promesse d'une damnation certaine. Il observa le bol d'eau, la manière dont le filet de lumière filtrait à travers la surface. Il sentit la pression dans sa tête, le besoin urgent de s'hydrater pour maintenir la clarté de sa pensée. Il savait que mentir à Béatrice était facile, mais mentir en sachant qu'il trahissait la seule chose qu'il avait préservée, son intégrité intérieure, était difficile. Il avait refusé les avances de Béatrice la veille, non par préférence pour Adèle, mais par un besoin désespéré de rester un homme et non un jouet. Il devait répondre. Le temps s'étirait, chaque seconde remplie du grésillement invisible de l'air surchauffé. « La beauté » commença Élias, sa voix se renforçant. Il n'utilisa pas le titre de maîtresse, ce qui fit tressaillir Béatrice. La beauté, ici, ne sert qu'à couvrir la laideur. Celle qui est la plus belle est celle qui me regarde sans chercher à me détruire. Il était trop tard pour revenir en arrière. Il avait rejeté la proposition, non pas en refusant l'éloge, mais en déplaçant la définition du concept. C'était un coup de maître. Béatrice ouvrit la bouche pour protester, mais Élias la devança, exploitant l'élan. Et cela, il laissa son regard dériver de Béatrice au bol d'eau. « N'est ni vous, ni votre sœur. » La rage monta dans le visage de Béatrice, transformant la mélancolie en une fureur glaciale. Son corps se tendit. Elle attrapa le bol d'étain. Élias s'attendait à ce qu'elle le lui jette au visage ou qu'elle le vide sur le sol. Mais elle fit autre chose, une action qui témoigna de la profondeur de sa blessure narcissique. Elle se redressa complètement, le bol dans la main. Elle recula jusqu'à l'endroit où Adèle s'était tenue, près de la commode. Elle but l'eau, chaque gorgée un affront direct, un son claquant et arrogant dans le silence de la pièce. Elle ne le regardait pas, elle regardait un point au-dessus de sa tête, reproduisant le geste de domination froide d'Adèle, mais en y injectant une amertume vindicative. Quand elle eut fini, elle laissa tomber le bol sur le tapis, sans bruit. Elle était vaincue par ses paroles, mais victorieuse par son pouvoir absolu. « Tu as choisi la laideur, Élias, dit-elle finalement, sa voix un murmure d'acier. Alors tu auras la laideur. » Elle tourna le dos et se dirigea vers le mécanisme de la porte, laissant Élias seul avec sa soif, le regret amer d'avoir défendu son intégrité et la certitude que l'affrontement avec Adèle, désormais, serait 100 fois plus brutal. Il venait d'entrer dans la phase de l'approfondissement du monde, où le luxe pervers de sa prison allait révéler ses véritables dimensions. Le claquement sourd et final du panneau pivotant, refermant la bibliothèque et scellant Élias dans l'obscurité relative de la chambre secrète, résonna comme la chute d'un couperet. La fine ligne de lumière qui filtrait par l'interstice de la porte s'estompa progressivement, ne laissant qu'une pénombre floue où les contours des meubles dansaient faiblement. Élias resta immobile, les muscles tendus, sa gorge brûlant du manque d'eau, mais son esprit étrangement clair. Il sentait la solitude s'installer, non pas l'absence réconfortante qui suivait les visites d'Adèle, mais le vide lourd de la défaite psychologique infligée par Béatrice. Elle avait bu l'eau, non pas pour l'humilier physiquement, il avait survécu à bien pire, mais pour lui démontrer que même ses tentatives de définir les termes de son propre calvaire étaient vaines. Dans cette pièce, il n'était pas un être pensant, mais une surface de projection pour leurs névroses jumelles. Il commença à bouger, la chaîne grinçant faiblement contre la pierre froide. Le bruit minuscule était amplifié par l'acoustique étouffée de la pièce, lui rappelant constamment sa limite physique. Il s'allongea sur le côté, la tête appuyée contre son bras plié, le regard perdu dans l'ombre.
La chambre secrète n'était pas conçue pour la vie, mais pour le secret. Les murs étaient tapissés d'un tissu épais et ancien, probablement destiné à étouffer le bruit des conversations politiques ou des rendez-vous illicites de la génération précédente. Aujourd'hui, il servait à étouffer les cris. Il se demandait combien de temps il avait passé ici. Les semaines s'étaient fondues dans une masse indistincte, rythmée uniquement par les apparitions alternées des jumelles. Le matin d'Adèle, la nuit de Béatrice, ou l'inverse, selon l'humeur et la jalousie qui régnaient sur le manoir de Beaulieu. Il se mit à explorer mentalement l'inventaire de la pièce, un exercice qu'il effectuait souvent pour garder son esprit aiguisé. Le lit de camp, rarement utilisé, était un élément de décor, une parodie de confort. La commode, lourde et sculptée de motifs floraux pompeux, contenait des draps propres, des bougies et, à sa grande surprise lors des premières semaines, une Bible poussiéreuse. Adèle, la plus méthodique des deux, venait parfois lire à haute voix des passages moralisateurs qu'elle tordait pour justifier sa possession. Béatrice, au contraire, utilisait la Bible comme repose-pied. Ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas la faim ou la soif, mais la désorientation. La lumière du jour ne pénétrait jamais. Les jumelles utilisaient des lampes à huile qu'elles allumaient et éteignaient à des heures aléatoires, déconnectant son horloge interne. Il ne pouvait compter que sur les sons lointains de la plantation. Le chant des oiseaux au lever du jour, le carillon de l'église au loin pour le dimanche, le son régulier des travaux dans les champs. Ces sons étaient sa seule ancre dans la réalité extérieure. Aujourd'hui, alors que l'air devenait encore plus lourd, il percevait au-delà du silence du manoir un nouveau bruit. Le crissement métallique et répété d'une brouette, étrangement proche de l'aile ouest du manoir. C'était un son habituellement associé au jardinier, Old Man Papy, qui déplaçait la terre. Mais Papy était sourd et poussait toujours sa brouette avec des à-coups irréguliers. Ce bruit-ci était régulier, méthodique. Elias fronça les sourcils. Pourquoi Papy travaillerait-il si près des fondations de la maison et avec une telle régularité? C'était le premier obstacle pratique de son existence confinée, une énigme sonore. Elias se redressa, faisant teinter légèrement la chaîne. Il rampa vers le mur arrière, le plus éloigné de la porte, et colla son oreille contre le tissu mural. Il sentait l'humidité glacée du plâtre à travers le tissu. Le son de la brouette se renforça, suivi par le bruit de quelque chose de lourd jeté sur le sol, comme de la terre ou du sable. Clink, ch, clink, ch. Il se demandait si ce travail avait un rapport avec sa captivité. Peut-être préparait-elle une nouvelle cachette, une prison plus profonde? L'idée lui traversa l'esprit avec la froide certitude de l'expérience. Tout ce qui arrivait autour de Beaulieu, ces derniers temps, avait un lien indirect avec les jumelles et leurs secrets honteux. Soudain, le son changea. Le crissement de la brouette s'arrêta. Il y eut un silence, puis un nouveau bruit, plus inquiétant. Le son faible, mais distinct de la voix d'un homme parlant à voix basse. Non pas un cri, mais une instruction murmurée. La voix n'était pas celle de l'intendant du domaine, ni celle du vieux Papy. C'était une voix plus jeune, plus sévère, portant une autorité formelle. Elias réalisa alors l'ampleur du danger. Si d'autres personnes étaient mises dans le secret de cette chambre, la situation changerait dramatiquement. Les jumelles avaient pu maintenir leur secret en s'occupant d'Elias elle-même, par peur de la honte. Mais si elles faisaient appel à un aide extérieur, un homme de confiance peut-être, ou un ouvrier payé au silence, alors leur obsession se transformait en une opération plus vaste et plus difficile à contrecarrer. Il se mit à analyser les possibilités. Qui pourrait être cet homme? Peut-être le cousin Étienne, le seul parent que les jumelles toléraient. Étienne était un homme cruel et avide, dont la présence près de la maison était toujours synonyme de malheur. Elias s'efforça de se souvenir des détails de la conversation qu'il avait eue avec Béatrice. Elle avait été dérangée, trop concentrée sur sa rivalité pour mentionner quoi que ce soit d'extérieur. Adèle, la dernière fois qu'elle était venue, avait fait référence de manière évasive à des travaux urgents dans les fondations pour stopper l'humidité qui menaçait la bibliothèque.
Élias avait alors cru que c'était une plaisanterie amère, une justification pour sa présence tardive. Il écouta à nouveau. La voix était revenue, cette fois plus proche, presque à travers le mur. Il faut que ça tienne jusqu'à la saison des pluies. La chaux doit être bien mélangée, et la terre doit être y compactée. » Élias comprenait maintenant. Ils n'étaient pas en train de construire une nouvelle prison. Ils étaient en train de consolider la structure du manoir, peut-être en créant un nouveau mur de soutènement. Et le nouvel homme de main, un maçon ou un ouvrier qualifié, travaillait juste de l'autre côté de la mince paroi qui le séparait de l'extérieur. C'était une occasion inespérée. S'il pouvait attirer l'attention de cet homme, s'il pouvait lui communiquer sa présence sans être entendu par les jumelles, il réalisa les risques. Si l'ouvrier était loyal au beau lieu, ou s'il était trop effrayé par le scandale, il irait immédiatement rapporter sa découverte aux jumelles. La punition serait alors rapide et définitive. Mais si l'homme était un esclave, peut-être pourrait-il établir une connexion. Élias se mit à genoux, ramenant sa chaîne le plus près possible du mur. Il ne pouvait pas se permettre de crier. Il devait utiliser le seul outil dont il disposait, le grincement de sa chaîne. Il souleva le maillon libre de sa cheville, le laissa retomber doucement sur la pierre. Cling. Il attendit, son cœur battant la chamade. De l'autre côté, le bruit de la truelle reprenait, mais s'arrêtait brusquement. L'homme avait-il entendu? Élias retint sa respiration, l'oreille toujours collée au mur humide. Puis, le silence. Non pas le silence de l'absence, mais le silence attentif de quelqu'un qui écoute. Élias répéta l'opération, cette fois un peu plus fort, un son doux et régulier, 3 fois de suite. Cling, cling, cling. Un rythme qui n'appartenait pas au travail du maçon, ni au déplacement des fondations. C'était un message pur et simple. Il y eut un frottement de tissu de l'autre côté, comme si l'homme s'était agenouillé. Puis, une réponse, faible et incertaine, grattée dans le bois du mur. Scratch, scratch, 2 fois. Élias inspira. Il y avait un risque immense, mais il avait une communication. Il venait de trouver une brèche dans le mur épais de son isolation. La question n'était plus comment survivre aux jumelles, mais comment convaincre cet inconnu de risquer sa propre vie pour un esclave enchaîné. Il venait d'entamer son premier véritable défi pratique, et l'enjeu était la vie, ou un enterrement vivant dans les fondations de Beaulieu. Le contact était établi, mais il était fragile, une minuscule fissure dans la masse de béton et de secret. Élias restait agenouillé, la joue pressée contre le papier peint moisi, sentant le froid de la pierre à travers le mince revêtement de tissu. De l'autre côté, le maçon avait cessé tout mouvement audible. La tension était si forte qu'Élias pouvait sentir les battements lourds de son cœur résonner dans sa cage thoracique. Il n'entendait plus les bruits lointains de la plantation. Tout son univers s'était réduit au périmètre de ce mur. Il devait évaluer cet homme. Était-il esclave ou travailleur libre? Blanc ou noir? Quel était son niveau de peur ou de sympathie? Une erreur de jugement et non seulement il serait puni, mais la personne de l'autre côté pourrait l'être aussi. La Louisiane de 1840 ne laissait aucune place à l'héroïsme imprudent, surtout lorsqu'il s'agissait de la propriété d'une famille aussi puissante que les Beaulieu. Élias décida d'utiliser le langage le plus universel et le moins traçable, la détresse et l'identité. Il attendit 1 minute entière, s'assurant que l'homme n'était pas reparti. Il fit tinter la chaîne 4 fois doucement. Cling. Cling, cling, cling. C'était le code qu'ils utilisaient parfois dans les champs pour signaler un danger immédiat ou l'arrivée d'un surveillant. La réponse fut rapide et plus distincte que le premier signal. L'homme frappa 2 fois le mur avec quelque chose de dur, peut-être le manche de sa truelle. Toc, toc. Élias interpréta cela comme un signe de prudence. « Je ne peux pas parler, mais je vous entends. » Élias dut alors prendre la décision la plus risquée. Il n'avait pas d'autre choix que de murmurer. Si cet homme était un espion de Beaulieu, Élias était perdu.
Il se pencha encore plus près du mur, sa bouche presque en contact avec le tissu. L'air stagnant, chaud et épais rendait la respiration difficile. Il força sa voix à être à peine plus forte qu'un soupir, veillant à ce que le ton reste bas, exempt de toute panique. « Qui êtes-vous » murmura Elias en français, la langue des maîtres, la langue qu'il avait été forcé d'apprendre pour son rôle de précepteur personnel auprès de M. Beaulieu avant sa captivité. Le silence de l'autre côté était palpable. Elias entendait un léger frottement, comme si l'homme hésitait, se mordait la lèvre ou déplaçait ses outils. Puis la réponse arriva, un murmure tout aussi ténu, mais prononcé dans un créole lent et familier. « Yo se papi, moine se moun laté. Je suis papi, je suis l'homme de la terre. » Elias sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais ce n'était pas un frisson de peur. C'était un soulagement écrasant. Papi, pas le vieux jardinier sourd, mais le fils du vieux Papi. Le jeune Papi était un homme du domaine, un homme libre de couleur, maçon de métier, connu pour son silence et son dégoût silencieux pour la famille Beaulieu. Il n'était pas un esclave, mais il était tout aussi sous la coupe des maîtres. Son identification en créole était un signe de confiance et d'allégeance. Elias répondit immédiatement en créole, un changement de langue subtil qui solidifiait leur alliance contre les jumelles. Papi, moine se Elias, moine prisonnier ici, nan chan andan an. Papi, je suis Elias, je suis prisonnier ici, dans la pièce intérieure. Dehors, Papi toussota sèchement. Elias entendit le bruit feutré d'une masse de terre étant doucement déplacée. Il était clair que Papi simulait un travail pour couvrir leur conversation. C'était un homme intelligent. Mwen konnen, mwen tande bagay étrange depi ye. Mwen ap travail pour Madame Adèle. Li dise pour reconstruction fondation Anne. J'entends des choses étranges depuis hier. Je travaille pour Mademoiselle Adèle. Elle dit que c'est pour reconstruire les fondations. Elias comprit alors que l'obstacle 1 n'était pas seulement de communiquer, mais d'établir pourquoi il était là et d'exposer la vérité sans mettre Papi en danger. Li manti. Moine là depuis longtemps. Pouki? Se poutait de Seyo. Yo te dispute moine. Coulier a, yo kenbe moine. Elle ment. Je suis là depuis longtemps. Pourquoi? C'est à cause des deux sœurs. Elles se sont disputées pour moi. Maintenant, elles me retiennent. Elias attendit. Le silence revint. Papi devait assimiler la folie de la situation. Un homme retenu prisonnier au cœur du manoir par ses maîtresses, non pour des raisons de discipline, mais par pure jalousie. C'était une histoire qui, si elle était révélée, détruirait la réputation des Beaulieu et menacerait la vie de Papi. Monologue intérieur d'Elias. Il se sentait incroyablement vulnérable. Chaque syllabe prononcée était un fil tendu. Il devait le persuader non pas avec de la pitié, mais avec la froide logique de la survie. Si les jumelles pouvaient faire cela à leur esclave le plus éduqué, leur trophée, elles pouvaient faire n'importe quoi à n'importe qui. La peur de Papi était son allié. Mais il devait aussi lui offrir une porte de sortie, une motivation qui dépassait l'argent ou la simple bonté. Finalement, Papi répondit, sa voix encore plus basse, à peine audible. « Ose kiza ou v'lez moine fait, Elias, yo pral touye moine si yo konnen. Que voulez-vous que je fasse, Elias? Ils vont me tuer s'ils le découvrent. » C'était la question cruciale. L'aveu de sa peur était un signe de sincérité. « Moine pas besoin la libette. Pas kougnea. Moine besoin comprendre tant an. Moine besoin de l'eau, et moine besoin yon outils, n'en po bagay. » Je n'ai pas besoin de la liberté. Pas maintenant. J'ai besoin de comprendre l'heure. J'ai besoin d'eau, et j'ai besoin d'un outil. N'importe quoi. En demandant l'heure et l'eau, il montrait qu'il était rationnel et en détresse physique. En demandant un outil, il signalait qu'il était capable de prendre les mesures nécessaires pour sa propre évasion, minimisant le risque pour Papi. Le maçon fit un bruit de raclement de gorge. Elias entendit le mouvement du métal contre le métal, le son d'une boîte d'outils. « De l'eau.
Mwen pagen yon bagay pou pase de l'eau anan mi ansan yon gwo twu, sa tuo risque, men zouti. L'eau, je n'ai rien pour passer l'eau par le mur, sans un grand trou, c'est trop risqué, mais un outil. Elias entendit Papy cogner légèrement le mur, puis il y eut un bruit étonnamment fort, le son d'une petite pelle de maçon. Papy avait frappé le mur pour vérifier sa densité. Ça a semire la kipi mens nan fondation an. Teyorikman, mwen kafe yonti tu bo anba. Li pral couvri pate a. Men, mwen dwe azire mwen le adel pala. Qu'il est livini? C'est le mur le plus mince des fondations. Théoriquement, je peux faire un petit trou en bas. Il sera couvert par la terre, mais je dois m'assurer qu'Adèle n'est pas là. Quand vient-elle? Elias sentit l'urgence dans la voix de Papy. Il devait lui donner un signal clair. Livini le soleil la commence tomber sous guo pieboachen lan, ça se toi edtan kunye a, ou gen toi edtan. Elle vient quand le soleil commence à tomber sur le grand chêne, c'est dans 3 heures. Vous avez 3 heures. Elias entendit Papy reprendre le travail bruyamment, remuant la terre avec vigueur, le bruit de la truelle contre la pierre reprenant un rythme forcé. Mwen tende doilieu. Si ou pas tende mwen nan toi etan, ça v'lait dit mwen pat capable. Prie. Je vous entends. Si vous ne m'entendez pas dans 3 heures, cela signifie que je n'ai pas pu. Priez. Le contact était rompu, mais la mission était lancée. Elias recula du mur. La partie la plus difficile était désormais l'attente. Il devait rester éveillé, alerte, et surtout, il devait trouver le moyen de s'assurer qu'aucune des jumelles ne ferait une apparition impromptue au cours des prochaines heures. Ce serait un désastre s'ils étaient découverts. Il se glissa sous le mince lit de camp, là où il pourrait surveiller l'interstice de la porte tout en étant partiellement caché dans l'ombre, se préparant mentalement pour son rôle de sentinelle. Il savait que Papy ne travaillait pas seulement pour lui. Il travaillait aussi contre les Beaulieu, pour un espoir de justice qui, sur cette terre sudiste, était une denrée rare et précieuse. Les 3 heures s'étirèrent, une éternité faite de tensions musculaires et de soif lancinante. Elias, dissimulé sous le lit de camp, où l'ombre était la plus dense, ne pouvait s'autoriser le luxe de la fatigue. Il était à la merci de 2 forces imprévisibles, la folie intermittente des jumelles et la dextérité secrète de Papy. L'atmosphère dans la pièce ne changea pas, restant cette bulle étouffante de silence et d'humidité. Cependant, les bruits de l'extérieur devinrent une carte auditive détaillée de la vie du manoir. Il entendait le pas feutré de Madame Charlotte, la vieille gouvernante, se dirigeant vers la cuisine à travers le couloir principal, le léger frottement de sa robe en taffetas contre le mur. Plus tard, le son familier du piano de Béatrice, jouant une sonate rapide et furieuse dans le salon, un signe qu'elle était distraite, plongée dans son propre drame artistique. Ces sons étaient des balises de sécurité. Pendant ce temps, le travail de Papy à l'extérieur était devenu une symphonie de précaution. Elias entendait les sons d'une pelle raclant la terre, le bruit léger et régulier d'une truelle tapotant le mortier. Ces sons étaient les plus importants, car ils indiquaient que Papy était toujours là, respectant leur marché, camouflant l'opération derrière le prétexte de la réparation des fondations. Elias ferma les yeux pour mieux se concentrer sur l'horloge interne que les jumelles avaient tenté de détruire. Il imaginait le grand chêne centenaire qui trônait sur la pelouse avant. Il se souvenait de l'angle précis du soleil de l'après-midi, créant une ombre allongée qui atteignait exactement le porche à l'heure du thé, heure à laquelle Adèle aimait souvent faire son apparition dans la chambre secrète. Il lui restait peut-être 60 minutes. Monologue intérieur d'Elias. Pourquoi Adèle s'intéressait-elle subitement aux fondations? Était-ce une simple coïncidence que des travaux se déroulent à l'exact endroit de son emprisonnement? Non. Rien n'était fortuit avec les Beaulieu.
Adèle ne faisait pas confiance à Béatrice pour gérer la terreur seule. Elle cherchait à consolider non seulement le bâtiment, mais aussi la permanence de son secret. Elle avait fait appel à un maçon pour renforcer le mur, et ainsi, paradoxalement, lui offrir la seule chance de sa vie. Elias déplaça légèrement son poids, la chaîne émettant un sifflement bas. Il était important de rester mobile, mais silencieux. Il se mit à observer attentivement le bas du mur arrière. S'il pouvait localiser l'endroit où Papy travaillait, il pourrait mieux diriger la prochaine étape. Il remarqua un petit défaut dans le plâtre, juste au-dessus du niveau du sol, une fine fissure verticale. Il tendit la main, effleura la ligne et sentit la porosité. Ce devait être là. Le mur était vieux, probablement une simple cloison de briques recouvertes de plâtre et de papier peint. La tâche de Papy n'était pas impossible. Soudain, le son du piano de Béatrice s'arrêta brusquement. C'était un silence bien plus alarmant que le bruit. Quand Béatrice arrêtait de jouer ainsi, c'était qu'une idée dangereuse lui avait traversé l'esprit, ou qu'elle était passée d'une humeur mélancolique à une fureur dirigée. Elias se recroquevilla davantage sous le lit. Il entendit ensuite le bruit de pas rapides, traversant la galerie principale, se dirigeant vers l'aile ouest de la maison, celle menant à la chambre. Mais ce n'était pas le pas posé et mesuré d'Adèle. C'était la foulée légère et impatiente de Béatrice. Il n'était que 2h30. Adèle n'était pas attendue avant la tombée de l'ombre sur le chêne. Merde. Le mot lui échappa mentalement, pur, en français cette fois. Il devait prévenir Papy. Mais comment? Utiliser la chaîne mettrait en alerte Béatrice si elle était déjà dans le couloir adjacent à la chambre. Il entendit le léger grincement des charnières de la bibliothèque pivotante, le mécanisme qui permettait d'ouvrir la porte secrète. Béatrice était là. Elle était en train de l'ouvrir. Elias n'eut qu'une fraction de seconde pour agir. Il utilisa le seul son qu'il pouvait produire sans alarmer immédiatement Béatrice. Il gratta doucement l'ongle de son pouce contre le mur, juste à l'endroit de la fissure, un son presque imperceptible. Scratch, scratch. Un message d'urgence muet à Papy. Arrête. Le bruit des outils de Papy, qui travaillait toujours, s'arrêta instantanément. Un silence absolu s'installa des deux côtés du mur. Puis la bibliothèque pivota. Un rayon de lumière, plus faible que la lumière du jour, mais suffisante pour révéler la silhouette de Béatrice, inonda la chambre. Elle portait toujours sa robe cramoisie. Ses yeux étaient brillants et agités. Elle tenait à la main une petite boîte en bois de santal, ornée d'incrustations d'argent. « Elias, dit-elle, sa voix douce, mais chargée d'une tension électrique. Je n'ai pas pu attendre le soir. L'absence de ma sœur me permet une certaine liberté de conscience. » Elle fit un pas dans la pièce, et ses yeux balayèrent la petite chambre, s'arrêtant sur le lit de camp. Elle vit les draps immobiles, mais ne sembla pas remarquer son absence. Elle était trop concentrée sur le dialogue qu'elle était venue livrer. « Tu as refusé la beauté, n'est-ce pas ?» Elle s'approcha du centre de la pièce, près de la cheville où sa chaîne était fixée au mur. Ses mains caressèrent le couvercle de la boîte en santal. « J'ai pensé que si tu refuses la beauté, tu dois désirer la connaissance. Adèle te donne le silence. Moi, je te donne le bruit du monde. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de livre sur les étoiles qu'il avait demandé. Il y avait des lettres enveloppées de rubans bleus, soigneusement pliées, au cachet de cire brisée. Elias les reconnut immédiatement. C'étaient les lettres qu'il envoyait à sa famille, sa mère et son frère, sur une plantation voisine, des lettres qu'il écrivait sous la permission ironique de M. Beaulieu avant qu'il ne soit enchaîné. Béatrice sourit, un sourire de domination totale. « Tu t'inquiètes pour ta famille, Elias. Tu t'inquiètes de savoir s'ils sont bien portants, s'ils ont reçu tes quelques sous cachés dans ces missives. Tu t'inquiètes de savoir si ta mère est encore assez forte pour travailler les champs. » Elle prit une des lettres, le ruban bleu tremblant dans ses doigts. « Eh bien, voici la connaissance. » Elle déchira la lettre en deux. Le son fut sec et brutal dans la petite pièce. Toutes ces lettres que tu as envoyées, elles n'ont jamais quitté le manoir. Adèle les gardait dans son bureau. Mais maintenant,
Elle laissa tomber les fragments sur le sol. Elle se pencha et en déchira une autre, puis une autre, les faisant pleuvoir autour d'elle comme une pluie de papier mort. Maintenant, elles sont à moi. Et pour chaque compliment que tu me feras, pour chaque mot de préférence que tu me donneras, je brûlerai une seule lettre. Un petit rituel pour t'apprendre que ta beauté et ton intelligence sont des instruments de ma seule volonté. C'était le dilemma moral et la reversant 1. Béatrice ne cherchait plus sa préférence amoureuse, mais la destruction de son espoir familial. Elias, forcé d'être témoin de la destruction des seuls liens qui le rattachaient à sa vie d'avant, ressentit une douleur physique, bien pire que la soif. Il était figé sous le lit, incapable de sortir sans révéler sa position et de mettre fin à sa seule chance d'évasion. Béatrice le cherchait des yeux, s'attendant à le voir émerger de l'ombre pour la supplier d'arrêter. « Où es-tu, Elias ?» dit-elle, se dirigeant vers le coin opposé au lit, pensant qu'il s'était recroquevillé là. « Sors et regarde le prix de ton silence. » Elias savait que s'il se montrait, il perdrait tout contrôle. Il devait rester caché, supporter cette torture, et prier pour que Béatrice se fatigue de son jeu macabre avant qu'elle ne le trouve, ou qu'Adèle n'arrive. Pendant ce temps, Papy était à l'extérieur, à quelques mètres, attendant le signal pour continuer à creuser son tunnel de survie. L'atmosphère dans la chambre secrète s'était transformée en un champ de mines invisible. Béatrice était maintenant au milieu de la pièce, une figure vibrante d'une cruauté délibérée, entourée d'une neige de papier déchiré. La lumière qu'elle avait introduite n'était pas celle de la journée, mais la lueur jaunissante et artificielle d'une petite lampe à huile qu'elle avait posée sur la commode. Les ombres s'allongeaient, jouant des tours, mais le rayon ne parvenait pas à percer l'obscurité dense sous le lit de camp où Elias était à l'affût. Elias sentait la poussière de cèdre et le moisi des vieux draps lui irriter les narines. Il était si proche du sol que l'odeur du tapis perçant, imprégnée d'humidité et des parfums lourds de Béatrice, était écœurante. Sa chaîne, son seul outil et son seul obstacle reposaient à plat contre la pierre. Il gardait une main près des maillons, prêt à la saisir si elle approchait trop, pour que le moindre cliquetis soit contrôlé. « Tu es là, Elias. Je sais que tu es là, » chuchota Béatrice, sa voix résonnant doucement. C'était une chasse, et elle savourait chaque seconde de l'attente. « J'ai toujours su que tu te cachais lorsque la vérité te faisait face. Tu as toujours refusé de voir la réalité de ta situation. » Elle prit une autre liasse de lettres, les relisant rapidement avant de les torturer. Elles étaient attachées ensemble par un ruban vert, celui qu'il utilisait pour différencier les missives adressées à sa mère, Mama Odile, des lettres plus courtes pour son frère, Aimé. Mama Odile n'avait jamais appris à lire, mais elle chérissait le papier, le sentant, le caressant, sachant que la main de son fils l'avait touché. Elias avait mis des mois à apprendre les rudiments de l'écriture à Aimé pour qu'il puisse un jour les lui lire. Béatrice déchira la première lettre verticale. Elias sentit une douleur aiguë, plus tranchante que le fouet. Il se força à respirer lentement, à contrôler le tremblement qui menaçait de parcourir son corps. Se montrer maintenant serait une capitulation. Monologue intérieur d'Elias. Elle veut ma réaction. Elle veut les larmes. Elle veut que je lui dise que je la préfère à Adèle, ou même à ma propre dignité, pour sauver ces morceaux de papier. Mais si je lui donne la satisfaction de rompre, elle saura qu'elle tient le levier de contrôle ultime. Elle arrêtera le jeu, mais le reprendra demain. Je dois rester un rocher. Je dois laisser le papier mourir pour que l'homme puisse vivre. Béatrice se déplaça vers le coin opposé au lit, un mouvement délibéré pour lui donner l'espace de sortir. Elle se pencha et commença à allumer la mèche d'une des bougies abandonnées par Adèle, près du mur opposé à la porte. « Si tu ne me réponds pas, mon cher Elias, je devrais supposer que tu n'accordes aucune valeur à cette correspondance. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que ta famille n'est qu'une façade pour ton orgueil. »
L'odeur de la cire chaude se mêla à celle de l'huile de lampe, créant une atmosphère suffocante. Béatrice avait l'intention d'incinérer les lettres. C'était un acte d'une cruauté raffinée, bien au-delà de la violence physique. La destruction de l'espoir et de la mémoire. Elias savait que Papy, à l'extérieur, devait être terrifié. Le silence complet du maçon était la preuve qu'il avait entendu Béatrice entrer et qu'il avait stoppé tous travaux. L'avenir d'Elias était lié à la discrétion de deux personnes qui ne pouvaient communiquer que par des signaux muets. Alors que Béatrice se redressait, la bougie à la main, elle se tourna vers le lit de camp. Elle avait deviné. Elle n'avait pas besoin de preuves. Le simple fait que le silence d'Elias était trop parfait indiquait qu'il était trop prêt pour s'exprimer. « Je vais te donner 1 minute, dit-elle, sa voix se faisant dure, le ton de la maîtresse qui dicte une loi absolue. Sors de là. Dis-moi que tu préfères ma rage à la froideur d'Adèle. Dis-moi que ces lettres sont sans importance. » Elle attendit. La minute s'étirait. Elias pouvait entendre les insectes de la nuit commencer à bourdonner à l'extérieur, un signe que le soleil déclinait et qu'Adèle approchait. Il était pris en étau entre les deux sœurs, une situation qu'il avait déjà vécue d'innombrables fois, mais jamais avec un enjeu aussi vital que la continuation du plan de Papy. Soudain, Elias comprit qu'il devait donner à Béatrice ce qu'elle voulait, mais d'une manière qui ne compromettrait pas la construction du tunnel. Il ne pouvait pas se montrer. Il se mit à tousser, pas une toux simulée de faiblesse, mais une toux profonde, gutturale, provoquée par la poussière et la déshydratation. C'était un son d'agonie physique pure, un son que Béatrice détestait et interprétait comme un signe d'effondrement total de sa victime. Béatrice sursauta légèrement, la bougie vacillant. Elle détestait la maladie, la saleté, tout ce qui rappelait la mortalité. C'était un son d'alarme, mais pas un signe de soumission émotionnelle. « Tu as froid ? Tu es malade ?» demanda-t-elle, son ton devenant brusquement maternel, un masque qu'elle prenait toujours lorsqu'elle se sentait coupable de sa propre cruauté. Elle fit un pas vers le lit. C'était l'ouverture qu'Elias attendait. Il tira la chaîne, juste assez pour qu'elle frotte bruyamment contre le maillon du mur, un son rauque et prolongé, imitant le bruit d'un corps se traînant lourdement. Béatrice s'arrêta. Elle ne pouvait pas voir Elias, mais elle pouvait entendre le mouvement. Elias murmura, sa voix à peine un filet d'air. « Laisse les lettres, laisse-les !» Il avait utilisé le français. C'était un choix délibéré. Le créole était la langue de l'intimité et de la révolte. Le français était la langue du commerce et de la supplication. Béatrice sourit, le triomphe illuminant son visage. Elle crut avoir gagné. « Ah, tu es là, et ces papiers sont importants, n'est-ce pas ?» Elle lâcha la liasse de lettres à ruban vert près du pied du lit, juste à la limite de l'ombre, comme un chat jouant avec sa proie. Elle se détourna alors du lit, l'attraction de la bougie et du feu étant trop forte. Elle prit l'une des lettres déjà déchirées et la tint au-dessus de la flamme. Le papier s'enflamma immédiatement, une petite torche de 3 secondes. L'odeur du papier brûlé, de l'encre et de la cire remplit l'air. C'était l'odeur de la destruction. Elias sentit la chaleur de la flamme, même à cette distance. Mais ce feu avait un avantage secondaire. Le craquement et le sifflement du papier en combustion étouffaient les bruits extérieurs. C'était le signal pour Papy. La présence du feu et l'odeur masqueraient les sons et les odeurs du travail du maçon. Elias entendit, très faiblement, le clink contrôlé du métal de l'autre côté du mur. Papy recommençait à creuser, profitant de la diversion créée par la folie de Béatrice. Béatrice, concentrée sur le spectacle de destruction, ne remarqua rien. Elle regardait les cendres de la 2e lettre voler vers le haut. « Adèle arrive bientôt, je le sens. Elle ne supportera pas de me voir jouer avec mon esclave, n'est-ce pas ?» Béatrice rit, un son aigu et dément. Elias savait que sa chance était mince. Il devait garder Béatrice occupée pendant les 10 minutes critiques, le temps qu'il faudrait à Papy pour percer un trou. Il tira sa chaîne à nouveau, plus fort. Le bruit attira l'attention de Béatrice, l'éloignant de sa méditation sur le feu.
Tu me dégoûtes, murmura Élias, sa voix brisée mais claire. Il n'avait jamais osé un tel affront. Le visage de Béatrice se décomposa. La colère remplaça le triomphe. Elle laissa tomber le reste des lettres et s'avança, son pied écrasant les fragments de papier. « Qu'as-tu dit » Élias avait réussi. Il l'avait attiré loin du mur et vers lui, déclenchant ainsi les conséquences de la reversa en un. La crise était imminente. Le mot « dégoûte » résonna dans le silence moite de la chambre comme un coup de fusil. Béatrice s'immobilisa, puis fit un pas lourd et mesuré vers l'endroit où elle devinait la présence d'Élias. Son visage, éclairé par la lueur vacillante de la bougie, était un masque de stupéfaction et de rage blessée. Elle n'était pas habituée à ce que sa proie réponde avec une telle violence verbale, encore moins après l'humiliation des lettres. Élias, toujours sous le lit de camp, sentait la poussière et les petites fibres du tapis lui picoter les yeux. Il maintenait sa respiration à un rythme lent et contrôlé. Il sentait la chaîne frotter contre la pierre, créant une mince abrasion. L'odeur du papier brûlé s'intensifiait, et il entendait le léger crissement de la flamme, un bouclier sonore essentiel pour Papy. « Répète cela », exigea Béatrice, sa voix tremblante. Elle se pencha, la robe cramoisie se répandant sur le sol. Elle ne pouvait toujours pas le voir clairement, mais elle était à moins d'1 mètre. « Dis-le-moi en me regardant, Élias. » Élias savait que chaque seconde gagnée était une victoire. Il devait la maintenir en tension émotionnelle, la détourner du mur arrière. Il émergea de l'ombre juste assez pour que la lumière révèle le haut de son torse et ses yeux. Son regard était fixe, dénué de peur, mais rempli d'une pitié que Béatrice ne pouvait tolérer. « Je te plains, maîtresse, » dit Élias, rejetant le mot « dégoûte » pour une offense plus subtile et plus corrosive. Être si riche, si belle, et être obligé de détruire le seul réconfort qu'un homme a dans sa vie pour sentir la moindre chose. La main de Béatrice se leva. Élias se prépara à la gifle ou au coup, mais elle se contint. Elle ne pouvait pas tolérer qu'il la voie perdre le contrôle. « Tu crois que tu es intelligent ?» souffla-t-elle. Elle se redressa, faisant quelques pas de côté, tournant le dos au mur où Papy était en train de percer la fondation. C'était la position idéale pour Élias. « Ah, tu crois que ta connaissance des livres te place au-dessus de nous? C'est faux, tu n'es qu'une marionnette pour nos humeurs. » Elle prit le fouet de dressage en cuir, un instrument qu'Adèle gardait toujours bien huilé sur la commode, et le fit claquer doucement dans sa paume. Le bruit sec était une promesse de douleur, mais pour l'instant, c'était juste un avertissement. « Si tu ne me supplies pas de ne pas brûler ces papiers, je les brûlerai tous. Tu ne sauras jamais si ta mère est encore en vie, tu seras coupé de ce monde, Élias. » C'était le cœur de son dilemme moral. Élias se sentait étouffé. La chaleur de la bougie, la soif, la destruction des lettres. Mais il entendait, au-delà du claquement du fouet, un nouveau son extrêmement discret, un faible bruit de grattage et de poudre tombant à travers une fissure minuscule. Papy avait atteint le plâtre intérieur. Il devait la distraire de la manière la plus complète possible. Il ne fallait pas qu'elle entende ce son. « Votre sœur sait que je les ai écrites, » dit Élias, s'attaquant à son point le plus sensible, la jalousie envers Adèle. « Elle sait que je les ai envoyées. Vous seule les avez gardées, Béatrice. Vous seule, vous êtes abaissée à les ouvrir et à les lire. C'est votre secret, pas le sien. C'est votre faiblesse qui vous force à les détruire. » La vérité, prononcée crûment, fit mouche. Béatrice laissa le fouet tomber de sa main et fit un pas en arrière. Elle se sentait exposée et c'était pire que toute insulte. Elle ne regarda pas le fouet. Elle regarda l'unique bougie sur la commode, cherchant désespérément un nouvel exutoire pour sa rage. « Ne parle pas de ma faiblesse. Tu es l'incarnation de la faiblesse, enchaînée comme un chien. » Elle se précipita vers la commode. Élias crut qu'elle allait saisir un autre objet pour le frapper, mais elle attrapa le verre d'eau, laissé vide par Adèle, puis bu par Béatrice, le tint au-dessus de sa tête et le projeta contre le mur, juste à côté de la porte secrète. Le fracas du verre brisé résonna,
couvrant tout autre bruit pour une seconde critique. Des éclats volèrent sur le sol. Immédiatement après le bruit, Elias entendit un son distinct, un pop sourd. Papy avait percé le mur. La fissure devait être minuscule, mais elle était là. Le fracas du verre brisé eut un autre effet. Dans le silence qui s'ensuivit, le bruit de pas rapides, nets et familiers se fit entendre dans le couloir adjacent à la chambre. Adèle était là. Béatrice se retourna, le visage blanc de panique. Elle avait été prise au piège de sa propre impulsion. Elle avait brisé la règle principale du secret. Jamais de bruit qui attire l'attention. Adèle fit pivoter la bibliothèque. Elle se tenait dans l'encadrement, vêtue d'une robe de soirée vert émeraude, son visage habituellement impassible tordu par la fureur. Elle vit le verre brisé sur le sol, les fragments de lettres éparpillés, la bougie allumée et Béatrice, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix d'Adèle n'était pas forte. Elle était d'un froid terrifiant. « De quel vacarme! Tu vas ruiner des mois de secret, Béatrice !» Béatrice pointa du doigt Elias, qui s'était à moitié redressé, profitant du chaos. « C'est lui! Il a défié mon autorité! Il m'a insulté !» Adèle entra, ignorant les fragments de verre, ses yeux rivés sur Elias. Elle ne le voyait pas comme une victime, mais comme un catalyseur. Elle vit le regard de défi dans ses yeux, et comprit la manœuvre. « Tu as joué avec sa famille, n'est-ce pas ?» Adèle n'avait pas besoin de réponse de Béatrice. Elle vit les lettres déchiquetées. Quelle puérilité! Il se moque de nos jalousies. Il ne désire que sa dignité, et tu la lui as donnée sur un plateau. Elle s'approcha du lit de camp, se pencha et d'un geste sec et humiliant donna une gifle résonnante à Elias. Ce n'était pas la rage désordonnée de Béatrice, c'était la punition calculée, destinée à rétablir l'ordre. Elias sentit la brûlure sur sa joue. C'était la première fois qu'Adèle le frappait directement. C'était le prix de sa ruse. « Tu as causé cette discorde, » siffla Adèle. « Tu paieras le prix du verre cassé et de la folie de ma sœur. » Mais, alors qu'Adèle se penchait pour le frapper à nouveau, Elias, profitant de la proximité, murmura un seul mot dans un créole à peine audible. Ce n'était pas pour elle. C'était pour Papy. Coute. Écoute. Adèle se redressa, confuse par le mot inconnu. Béatrice, voyant qu'Adèle avait rétabli son autorité par la violence, se sentit mise de côté. Elle se précipita vers la commode et prit les dernières lettres intactes, celles destinées à aimer. « Tu penses avoir gagné, Adèle ? Très bien. Mais je vais lui montrer que je peux encore lui enlever quelque chose qu'il ne récupérera jamais. » Béatrice tint les lettres au-dessus de la bougie. C'était le moment le plus critique. Les deux sœurs étaient plongées dans leur conflit, ignorant le danger extérieur. Elias ne pouvait pas laisser Béatrice brûler les dernières lettres de son frère, le dernier espoir qu'Aimée apprenne un jour à lire. Il tira sa chaîne de toutes ses forces. Le bruit fut un clang retentissant, le plus fort qu'il ait produit depuis des semaines. Le son résonna dans la pièce, obligeant Béatrice à sursauter. Le feuillage de la flamme a vacillé dangereusement. « Tanon !» cria Elias en français, un son d'agonie. Le bruit avait servi deux objectifs. Il avait stoppé Béatrice. Et il avait signalé à Papy qu'il était temps d'agir. Peu importe le risque. Dans le silence créé par le choc du clang, un son étrange parvint aux oreilles d'Adèle. Un son très faible mais distinct venant du mur arrière où elle avait commandé des réparations. Un léger frottement de métal contre la pierre. Adèle se tourna lentement vers le mur, ses yeux se rétrécissant, quittant Elias et Béatrice. Elle avait entendu. Le secret menaçait d'être exposé par quelqu'un d'autre que les jumelles. Elle avait atteint la phase des conséquences de la reversant. La chambre gélifiait dans un silence soudain, seulement brisé par la flamme de la bougie qui crépitait et le souffle haletant des trois protagonistes. Adèle, figée près du lit, avait le regard fixé sur la mince cloison derrière la commode. Elle n'était plus la maîtresse impérieuse ou la sœur jalouse. Elle était la gardienne d'un secret menacé. Elle avait entendu le son subtil du métal travaillant la pierre, un bruit qui n'aurait pas dû exister si le maçon n'était pas un traître.
Béatrice, les lettres pour aimer toujours serrées dans sa main, était trop submergée par l'affront personnel d'Elias et la présence dominatrice d'Adèle pour remarquer le son. Elle ne voyait que la joue rougie d'Elias et la victoire qu'elle n'avait pas réussi à arracher. Elias, le cœur battant à la limite de l'effondrement, utilisait le faible crépitement de la bougie pour localiser l'endroit précis où le travail de Papy se poursuivait. Il le savait en train d'agrandir l'ouverture, utilisant le chaos actuel comme couverture. Adèle se déplaça, lentement d'abord, puis avec une rapidité glaciale. Elle contourna la commode, évitant l'endroit où Béatrice avait jeté le verre. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Béatrice, confuse par le changement d'objectif de sa sœur. Adèle ne répondit pas. Elle s'approcha du mur. Elle appliqua sa propre oreille contre le tissu, fermant les yeux pour exclure les distractions visuelles de la pièce. Pendant quelques secondes qui parurent à Elias des heures, elle écouta. La tension était suffocante. Puis, Adèle rouvrit les yeux. La fureur avait disparu, remplacée par une détermination dangereuse. Elle se tourna vers Béatrice, pointant la bougie posée sur la commode. « Ton maçon, il travaille tard, trop tard et trop près, » dit Adèle, sa voix redevenant un murmure aigu. Béatrice fronça les sourcils. « C'est toi qui l'as engagé, Adèle. Tu voulais renforcer le secret. Je voulais qu'il scelle ce mur de fondation avant l'arrivée de l'intendant du domaine, non qu'il l'ouvre. » Adèle murmura une exclamation en français, quelque chose d'horrible, un juron habituellement réservé aux hommes du port. Elle comprit immédiatement. Elias avait communiqué avec l'extérieur. Le fouet était tombé près du lit, mais Adèle attrapa la lourde cruche d'eau en cuivre, celle qu'Adèle avait utilisée pour jouer avec la soif d'Elias plus tôt. Elle la souleva, son poids révélant la dangerosité de l'objet. « Tu t'es servi de la distraction, de notre distraction. » Adèle tourna ses yeux vers Elias, qui était revenu s'adosser contre le mur de la chaîne, son visage désormais dans l'ombre. Il ne pouvait plus se cacher, le jeu de cache-cache était terminé. Elias savait que Papy avait entendu l'agitation, et maintenant, le silence attentif. Papy attendait. Adèle fit face au mur, et c'est là qu'elle commit sa première erreur. Elle se concentra sur l'homme de l'autre côté, au lieu de l'homme enchaîné devant elle. « Écoute-moi !» cria Adèle en français, frappant le mur avec la cruche. Le coup résonna, faisant vibrer la cloison et envoyant une onde de choc à travers la structure. « Arrêtez ce travail immédiatement, laissez la terre en place. Retournez d'où vous venez, ou je jure que vous serez pendus. » De l'autre côté, le silence fut immédiat et absolu. Papy avait cessé de bouger. Adèle se tourna vers Béatrice, paniquée par l'absence de réponse immédiate et la possibilité que le maçon, ou pire, un autre esclave, ait pu entendre. « Va chercher le pistolet de père !» ordonna Adèle à Béatrice, pointant la porte secrète. « S'il est encore là, il doit être réduit au silence immédiatement. Je ne veux pas de témoins de cet endroit. » Béatrice, enfin utile à Adèle, se précipita vers la bibliothèque pivotante, pressée par l'adrénaline de la menace extérieure. Leur rôle s'était temporairement inversé. La rivalité était mise de côté au nom de la survie de leur secret partagé. Elias, enfin dégagé de la surveillance directe des jumelles, se redressa avec une rapidité étonnante, malgré l'épuisement. Il rampa vers le mur arrière. « Papy !» murmura-t-il, pressant à nouveau son oreille contre la fissure. « Ne bouge plus, mais donne-moi la truelle, maintenant !» Elias entendit un bruit de frottement doux. Papy hésitait. « Moine pas capable. Si yo ouais, je ne peux pas. S'il voit, maintenant Papy, ou pas j'ai le choix !»« Maintenant Papy, tu n'as pas le choix !» pressa Elias. Pendant ce temps, Béatrice luttait avec le mécanisme de la bibliothèque. Le verrou rouillé résistait. Le grincement du vieux bois remplissait la pièce, un bruit strident de frustration. « Dépêche-toi, Béatrice !» cria Adèle, toujours concentrée sur le mur. Adèle, sentant l'urgence, donna un coup de pied au bas du mur avec la pointe de sa chaussure en satin. Un petit nuage de poussière et de mortier s'éleva.
Elle voyait la fissure, alors qu'Adèle se détournait du mur pour aller chercher un objet contondant plus efficace. Une petite ombre métallique glissa à travers la fissure du bas. C'était un outil plat et allongé, la petite truelle de Papy, poussée avec une force désespérée. Elias la saisit. C'était un petit outil, mais suffisant. Il le tint fermement dans sa paume. La sensation froide et solide du métal étant le premier contact avec un objet non destiné à sa douleur depuis des mois. C'était son moyen de supération et de croissance, non pas en s'échappant, mais en ayant la capacité de se défendre et de détruire la chaîne. « Je n'arrive pas à ouvrir la porte, Adèle. Le verrou est bloqué !» s'exclama Béatrice, paniquée. Adèle se retourna, le visage déformé par la fureur. Elles étaient piégées dans la chambre secrète avec leurs prisonniers. « Tu es inutile !» hurla Adèle, se précipitant vers la bibliothèque. Elias réalisa que c'était son moment. Les jumelles étaient distraites, Adèle luttant avec la porte, Béatrice la regardant avec une expression de détresse. Elias frappa de toutes ses forces la truelle contre le maillon de la chaîne, juste à côté du point de fixation au mur. Le premier coup ne fit qu'égratigner le fer rouillé, mais le son fut assourdi par les cris d'Adèle. Clang! Adèle, le dos tourné à Elias, cria de rage contre la porte. « Nous sommes enfermés, avec lui !» Elias frappa à nouveau. Plus fort, plus précisément, il visait la faiblesse structurelle du maillon de fixation. Clang! Cette fois, le son était trop clair, trop métallique. Les deux sœurs se retournèrent simultanément. Elles virent Elias, la truelle dans sa main, frappant sauvagement la chaîne. Leur surprise fut totale. Elias n'était plus la victime résignée, il était une menace active. « Arrête !» hurla Béatrice, se jetant vers lui. Elias frappa une troisième fois. La chaîne, affaiblie par l'âge et la rouille, céda. L'anneau se brisa, projetant des éclats de rouille sur la pierre. Elias était libre de ses mouvements. La lourde chaîne restait attachée à sa cheville, mais il pouvait marcher. Il se redressa, la truelle levée. Le rayon de lumière de la bougie illuminait son visage déshydraté et durci par la captivité. « Vous n'êtes plus en sécurité », dit Elias, sa voix retrouvant sa force. Les jumelles, confrontées à l'horreur de leur propriété devenue une menace, restèrent immobiles, la terreur enfin lue dans leurs yeux. La crise maximale venait de commencer. L'air devint glacé malgré l'humidité suffocante de la Louisiane. Elias se tenait debout, la chaîne brisée autour de sa cheville, cliquetant lourdement sur la pierre. Il tenait fermement la truelle de maçon, un objet modeste transformé en une arme terrifiante par la pure force de sa volonté. La lumière vacillante de la bougie jetait des ombres dansantes, amplifiant la stature d'Elias et réduisant les jumelles à deux silhouettes figées par l'horreur. Adèle et Béatrice se tenaient à la porte secrète bloquée, l'une tentant encore de déverrouiller le mécanisme grippé, l'autre regardant le spectacle de la liberté retrouvée de leurs prisonniers. « Ne fais pas ça, Elias, » murmura Adèle, sa voix redevenant calme, un effort de ruse pour le désarmer. Ses mains, qui tentaient d'actionner le verrou, restaient immobiles. « Tu as ta liberté de mouvement. Nous pouvons t'aider. Nous pouvons inventer une histoire. Personne ne saura que tu as été ici si tu ne fais pas de mal. » Béatrice, cependant, ne pouvait plus simuler le calme. Elle avait les yeux rivés sur les dernières lettres d'Aimé, toujours au sol près de la bougie. Elle avait compris la vraie valeur de l'outil dans la main d'Elias. « Il va nous tuer, Adèle. Il va nous tuer pour ses papiers !» s'écria Béatrice, le sens du drame l'emportant sur la prudence. Elias ne dit rien. Il fit un pas en avant. Le bruit de la chaîne qu'il traînait était le seul commentaire nécessaire. Il ne se dirigea pas vers elle, mais vers la commode où brûlait la bougie. Il avait besoin de récupérer les lettres et de s'assurer que le trou de Papy était toujours une option. Alors qu'Elias s'approchait de la bougie, Béatrice, dans un élan de pure lâcheté et de préservation de soi, se précipita pour saisir les dernières lettres intactes sur le sol. Elle les serra contre sa poitrine, s'éloignant le plus possible d'Elias. « Ne t'approche pas !» cria Béatrice. « Je jure que je les brûlerai devant toi. »
Ces lettres sont mon seul lien avec ma famille, maîtresse, dit Elias, sa voix rauque. Vous avez déjà brûlé le souvenir de ma mère. Ne détruisez pas l'avenir de mon frère. Il y avait une dignité désespérée dans son plaidoyer qui, paradoxalement, renforça la cruauté de Béatrice. « Pourquoi aimer est-il si important ?» demanda Adèle, reprenant le contrôle. Elle s'était éloignée de la porte, comprenant qu'elle était leur seule issue de secours. « Est-ce le secret de votre intelligence, Elias? Ce n'est pas ta mère qui t'a appris les mathématiques. C'était ton frère ?» Adèle, la stratège, cherchait la faille émotionnelle. « Mon frère doit pouvoir lire. C'est son seul moyen de survivre à cette terre sans finir comme un animal de somme, » répondit Elias, sa truelle pointée vers Béatrice. Béatrice sourit, un sourire triomphant et horrible. Elle comprit qu'Aimé n'était pas un simple parent, mais le dépositaire de l'héritage intellectuel et de l'espoir d'Elias. « Ah, l'espoir, la monnaie des faibles, » dit Béatrice. Elle leva les lettres au-dessus de sa tête, les tenant au-dessus de la flamme de la bougie. « Regarde bien, Elias. Regarde ton espoir brûler. » Elias rugit. Ce n'était pas un mot, mais un son pur et primal de rage. Il se jeta vers elle. La chaîne le ralentit, mais il était déterminé. Adèle, comprenant que Béatrice était sur le point de commettre un acte irréparable qui ferait basculer Elias dans la folie meurtrière, tenta de l'arrêter. « Arrête, Béatrice !» cria Adèle, se jetant sur sa sœur. La lutte fut brève, mais violente. Les deux jumelles, animées par des forces opposées, la peur et la cruauté pour Béatrice, le pragmatisme et le contrôle pour Adèle, s'accrochèrent l'une à l'autre. La robe de soie cramoisie de Béatrice s'emmêla dans la robe émeraude d'Adèle. Elias, ralenti par sa chaîne, arriva au moment où les deux sœurs, dans leur lutte désespérée, firent basculer la commode. Le lourd meuble heurta le sol avec un bruit sourd et massif. La bougie, toujours allumée, roula sur le tapis persan ancien et extrêmement sec. Le tissu, saturé d'humidité et d'années de poussière, ne s'enflamma pas immédiatement, mais la mèche chaude rencontra un amas de papier déchiqueté, les lettres précédentes, et la soie des jupes de Béatrice. Pendant une seconde, Elias ne vit qu'une petite flamme orange, vacillante. Mais l'huile de la lampe qui avait été renversée lors de la chute du meuble, le carburant que les jumelles utilisaient pour s'éclairer, s'y répandit. L'incendie commença non pas par une petite flamme, mais par une explosion silencieuse de chaleur et de lumière. La pièce s'illumina d'une lueur orange et rouge. Le feu dévora les papiers et commença à monter le long du tissu mural. Adèle et Béatrice, séparées par la chute et le choc, se relevèrent, leurs robes commençant à fumer. Elles virent le feu, non pas comme une menace extérieure, mais comme une punition divine pour leur secret. C'était la nuit obscure de l'âme. L'air devint immédiatement insoutenable, rempli de la fumée âcre du tissu brûlé. « Le feu !» cria Béatrice, sa voix transformée par la terreur. Elle lâcha les lettres d'Aimé qui tombèrent sur la partie du tapis qui n'avait pas encore pris feu. Elias, ignorant la chaleur croissante, ignora les jumelles. Il se précipita vers le sol et ramassa les lettres, les pressant contre sa poitrine, les protégeant de l'incendie qui commençait à lécher le mur. Adèle, le visage couvert de suie, se précipita vers la porte secrète. « Il faut ouvrir! Il faut sortir !» Elle frappa le mécanisme avec son poing, sa force décuplée par la panique. Le verrou céda avec un craquement sonore. La bibliothèque pivota, révélant le couloir sombre. La fumée se précipita vers la nouvelle ouverture. Les jumelles étaient libres de courir. Mais Elias n'était pas libre. Sa cheville était toujours entravée par la lourde chaîne. Elias regarda le trou que Papy avait percé, maintenant partiellement masqué par le mur en flammes. Il sentit le souffle d'air frais venant de l'extérieur. Adèle et Béatrice s'arrêtèrent dans l'encadrement de la porte, regardant Elias. Elles n'avaient pas encore fui. Elles étaient figées par la culpabilité, le spectacle de leur prison en train de brûler. « Laisse-moi t'aider, Elias !» cria Béatrice, un dernier soubresaut de son amour pervers. Adèle la tira par le bras. « Ne sois pas idiote, Béatrice, c'est la seule façon de le faire disparaître. » Elias regarda les deux femmes,
leur visage déformé par la peur et la lumière du feu. Il avait sa dignité, la truelle, et les lettres de son frère. Il avait ce dont il avait besoin. Il pointa la truelle vers la masse des sœurs. « Vous m'avez enchaîné dans les ténèbres. Je ne brûlerai pas ici pour votre péché. » Il se tourna vers le mur en feu et frappa le plâtre autour du trou de Papy de toutes ses forces. Il fallait agrandir le passage. Les jumelles, voyant qu'il ne les suivrait pas, hurlèrent et s'enfuirent par le couloir. Elles laissaient leur secret brûler. Élias frappa le mur encore et encore, la fumée lui brûlant les poumons. L'incendie montait rapidement. Il était au cœur du climax. Le bruit des flammes qui léchaient le tissu mural devint un rugissement assourdissant. La petite chambre, autrefois un lieu de silence et de secrets feutrés, se transforma en un four. La chaleur montait, insupportable, brûlant l'air que respirait Élias. Il sentait la sueur se mêler à la poussière de plâtre coulant dans ses yeux. Il ignorait la douleur, concentrant toute son énergie sur le mur arrière, là où Papy avait percé la première fissure. Élias frappait méthodiquement avec la truelle. Le plâtre, fragilisé par l'humidité et le premier coup de Papy, s'effritait en nuages épais. Chaque coup révélait les briques anciennes et friables de la fondation. Les lettres d'Aimé étaient glissées dans son caleçon, humides de sueur, mais intactes. Il devait agir vite. La bibliothèque pivotante était grande ouverte, et la fumée noire s'échappait dans le couloir, alertant maintenant le reste du manoir. Il entendait les cris lointains, les bruits de pas précipités des serviteurs, et peut-être des jumelles elles-mêmes, en train de chercher de l'aide ou de diriger les efforts pour sauver les richesses. Pas l'homme. Monologue intérieur d'Élias. Il ne pouvait pas passer par la porte principale. C'était l'issue de secours des maîtres, la porte vers la découverte et la potence. Son seul espoir était de s'enfoncer sous la maison, dans le trou des fondations que Papy avait créé. La chaîne à sa cheville restait l'ultime obstacle. Elle était brisée au niveau du mur, mais l'anneau était toujours fixé à sa jambe. Il frappa le mur jusqu'à ce que ses bras crient de douleur. Le trou s'agrandissait, passant d'une fissure à une ouverture de la taille d'une tête, puis d'un torse. Il voyait maintenant, au-delà de l'ouverture, non pas la lumière du jour, mais l'obscurité de la tranchée de fondation, remplie de terre meuble que Papy avait enlevée. Le feu avait atteint le plafond. Des morceaux de tissu et de bois carbonisé commençaient à tomber. Élias se tourna vers la chaîne. Il devait la couper. La truelle n'était pas un ciseau à métaux, mais il pouvait utiliser le bord tranchant de la truelle et le point le plus fragile de l'anneau, là où la rouille était la plus épaisse. Il s'agenouilla, l'anneau de fer sur une brique exposée. Il frappa, utilisant la force brute et le désespoir. Clang, clang, clang. Le métal se pliait, mais ne cédait pas. Le bruit était assourdissant, se mêlant au rugissement du feu. Soudain, une ombre se dressa devant l'ouverture du mur de la fondation. Élias leva les yeux injectés de sang et pleins de larmes dues à la fumée. C'était Papy. Le maçon était là, penché à travers le trou, la sueur et la poussière couvrant son visage. Il avait ignoré les cris d'Adèle et était resté sur place. Il tenait dans ses mains une petite masse et un ciseau à métaux de maçonnerie. « Coute, li pral prendre trop longtemps, ba mouen li !»« Écoutez, ça va prendre trop longtemps, donnez-le-moi !» cria Papy en créole, sa voix amplifiée par le trou. Élias n'hésita pas. Il tendit sa jambe et l'anneau entravé vers Papy. Le danger était immense. Si les jumelles ou n'importe quel autre membre du personnel entrait et voyait cette scène, Papy serait immédiatement identifié comme complice. Papy prit le ciseau et le plaça précisément sur le maillon le plus faible. Il frappa le ciseau avec la masse, un son sec et violent, 2 fois. Crac! Le métal se sépara. L'anneau se brisa en 2 moitiés. Élias était enfin libéré, ne portant plus qu'une légère coupure à la cheville. La chaîne s'effondra sur le sol, un tas de ferraille inutile au milieu de l'incendie. Papy attrapa Élias par le bras, le tirant par le trou. « Maintenant, fais vie ! Maintenant, vite !
Elias se glissa à travers l'ouverture, poussant devant lui le reste de briques et de mortier. Il atterrit dans la tranchée de fondation, dans la fraîcheur relative de la terre meuble. Il se retourna. La chambre secrète n'était qu'une masse de flammes. Le feu se propageait maintenant au couloir principal. Reversant d'eux et résolution. La prison était détruite. Papy ne lui laissa pas le temps de respirer. « Foc nous al loin fondation an ». Il faut y aller, loin des fondations. Elias, bien que faible, sentait une poussée d'adrénaline. Il commença à courir, ou plutôt à boiter rapidement, le long de la tranchée étroite, suivant Papy. La tranchée menait à l'arrière du manoir, loin de la cour principale. Alors qu'ils atteignaient le coin du bâtiment, Elias entendit des cris de panique. Les jumelles étaient de retour, mais cette fois avec des domestiques et l'intendant du domaine, Monsieur Delacroix. Le feu est dans l'aile ouest. Puis, il entendit la voix d'Adèle, incroyablement claire et autoritaire, malgré le chaos. Delacroix, trouvez-le. L'esclave était dans cette pièce. Il a dû s'échapper. Il ne doit pas parler. La chasse était lancée, mais au moins Elias était dehors, avec un allié et l'objet de son espoir. Papy et Elias se précipitèrent dans les fourrés, s'éloignant du manoir. Le ciel au-dessus d'eux commençait à rougir, non pas de l'aube, mais des flammes qui dévoraient la demeure des beaux lieux. Le secret n'était plus enchaîné dans une chambre, il était en train de s'envoler en fumée sur toute la plantation. Ils coururent jusqu'à atteindre les premières lignes de canne à sucre, un mur vert et dense qui promettait l'anonymat. Papy s'arrêta, se penchant, les mains sur les genoux. « Ce cougnier a ou libre, Elias », dit Papy, reprenant son souffle. « C'est maintenant que vous êtes libre, Elias. » Elias sortit les lettres d'Aimée, les regardant à la lumière blafarde des incendies lointains. Elles étaient tordues et humides, mais les mots étaient lisibles. « Merci, Papy. Vous m'avez donné plus que la liberté. » Mais la liberté avait un prix, et Elias savait que les sœurs Beaulieu ne laisseraient jamais le secret s'échapper avec leurs prisonniers. « Elles viendront, Papy. Elles ne nous laisseront jamais partir. Elles ont perdu leur secret, mais elles ne perdront pas leur propriété. Alors nous allons disparaître, répondit Papy, se redressant, loin de la fumée, loin de l'eau. Ils s'enfoncèrent dans les champs de canne, le bruit du manoir en flammes s'éloignant lentement derrière eux. La course à travers les champs de canne à sucre fut une épreuve de force pour Elias, dont les muscles atrophiés par des mois d'inactivité protestaient à chaque pas. L'air était maintenant saturé de l'odeur sucrée et terreuse de la canne, masquant l'odeur âcre de la fumée qui s'élevait du manoir Beaulieu, transformant le ciel nocturne en une teinte de cuivre. Chaque tige de canne, haute et épaisse, leur offrait une couverture, mais aussi une prison végétale, les obligeant à se frayer un chemin dans un labyrinthe de feuilles coupantes. Papy, plus agile et habitué au terrain, ouvrait la voie. Il marchait avec une urgence silencieuse, ses sens aiguisés par des années à naviguer entre les règles des maîtres et les lois de la survie. La lune, fine et pâle, filtrait faiblement à travers les feuilles, créant des ombres mouvantes qui rendaient la progression difficile. « Où allons-nous, Papy » souffla Elias, sa voix brisée par l'effort. Sa cheville coupée pulsait, et il sentait le sang sécher autour de la blessure. La fatigue physique était immense, mais la peur d'être repris était un moteur plus puissant. Papy ne ralentit pas. Au nord, vers la forêt, ils vont chercher vers le sud et l'eau, au bord du fleuve. Ils pensent que c'est le chemin logique pour un fugitif. Elias hocha la tête, sa pensée analytique reprenant le dessus. Adèle, la stratège, déploierait les hommes vers le fleuve, le Mississippi, où un esclave pourrait tenter de trouver un bateau. Le nord, vers les territoires plus isolés, était le chemin de l'endurance et de l'oubli. Monologue intérieur d'Elias. Il réalisa que sa liberté n'était qu'un changement de prison. Il était passé d'une chambre secrète à la nature sauvage de la Louisiane, traqué par des maîtres dont la réputation était désormais en jeu. Le prix de leur liberté n'était pas seulement la destruction du manoir, mais la mort ou la reprise.
Il devait penser à long terme. Sa survie dépendait de la lecture des intentions des jumelles. Ils marchèrent ainsi pendant ce qui sembla être une heure. Le bruit du feu derrière eux s'était tu, remplacé par le silence de la campagne, un silence lourd de menaces invisibles. Papy s'arrêta brusquement. Il leva la main, un signal pour Elias de se cacher immédiatement. Elias plongea sous un épais fourré de canne, le cœur battant à tout rompre. Le bruit qu'ils avaient entendu n'était pas un pas, mais le son amorti du galop de chevaux sur la terre battue du chemin de servitude qui bordait l'ouest des champs. « Metla Apvini, le maître arrive », murmura Papy. Il était évident qu'il ne parlait pas du vieux monsieur Beaulieu, mort depuis des années, mais de l'intendant du domaine, ou peut-être d'un shérif appelé en urgence. Le son des sabots se rapprocha. Elias entendit des voix d'hommes parlant en français avec l'accent dur des surveillants. « Il a dû passer par là. Le mur arrière était fraîchement brisé. Il ne peut pas être loin, » dit une voix, certainement celle de Delacroix, l'intendant. « Et les mademoiselles » demanda un autre homme. « Elles sont saines et sauves, mais hystériques. Elles disent que l'esclave a mis le feu à la chambre. » Delacroix cracha. Imaginez l'arrogance. Ce noir a non seulement profané la demeure, mais il a tenté d'assassiner ses maîtresses. Elias sentit la rage monter en lui. C'était la justification immédiate. Il n'était plus une propriété fugitive, mais un criminel incendiaire et potentiellement un meurtrier. Cela signifiait qu'il n'hésiterait pas à tirer à vue. Il entendit alors une voix plus mélodieuse, malgré la tension. Une voix qu'il aurait reconnue entre mille, Adèle. Il est intelligent, Delacroix. Il ne s'enfuira pas vers le fleuve. Il connaît les chemins de terre. Regardez vers l'ancienne hutte du porteur de sel, au nord. Il cherche peut-être le refuge. Béatrice, elle, était silencieuse. Elias ne pouvait pas l'entendre. Seule la logique glaciale d'Adèle était audible. Elle avait deviné la direction de leur fuite. Elias serra les poings, le contact des lettres froides sous sa chemise étant son seul réconfort. Adèle ne se trompait jamais dans ses déductions. Le bruit des chevaux s'éloigna légèrement, mais il restait dans les parages. Delacroix avait divisé les hommes. Papy se redressa lentement, tendant l'oreille. « Yo pral commence bataille nan tuzon nan. Nous dwe soti nan plantation an van ladjou. » Ils vont commencer à ratisser toute la zone. Nous devons quitter la plantation avant le jour. Il y avait un autre danger qu'Elias n'avait pas anticipé. L'incendie du manoir. C'était la conséquence avec cœur. Le feu va attirer l'attention des plantations voisines, Papy, et du shérif du comté. Ils viendront aider à éteindre le feu, mais ils chercheront aussi le fugitif. Alors, nous courons dans la direction opposée à la lumière, répondit Papy. Ils recommencèrent à courir, leur seul répit étant les moments où la canne à sucre était si dense qu'elle étouffait le bruit de leur progression. Elias luttait contre la douleur de sa cheville. Il savait que Papy ne pourrait pas le porter. Au bout d'une vingtaine de minutes, le champ de canne à sucre s'éclaircit, révélant la lisière sombre d'une forêt de chênes et de cyprès. C'était l'entrée des marécages, la zone la moins contrôlée de la plantation. Ils s'arrêtèrent à la lisière. L'odeur du marais, de l'eau stagnante et de la boue remplaçait celle de la canne. « C'est ça, le nord », dit Papy, pointant la forêt. « La terre ici est mauvaise, Elias, mais c'est là qu'ils s'arrêteront de chercher. » Elias regarda derrière lui. Au loin, une lueur orangée pulsait toujours, le signe que le manoir de Beaulieu, leur prison de luxe, était en train de s'effondrer. Mais le danger n'était pas derrière. Soudain, Elias entendit un bruit de bris de branches. Pas le bruit lourd des chevaux, mais un pas léger et rapide venant de la gauche, juste à la limite des champs. Papy et Elias se jetèrent derrière un bosquet de mûriers. Une silhouette mince émergea de l'ombre, vêtue de vêtements sombres, mais il n'y avait pas de surveillant, pas de chien. C'était une femme. Elle regardait le sol, semblant suivre une trace. Elle portait un châle sur la tête et une petite lanterne à main, dont la lumière faible éclairait ses pieds. Elias la regarda, incrédule. Il reconnut le port.
la minceur de la silhouette malgré la robe épaisse. C'était Béatrice, mais elle n'était pas hystérique. Elle était calme, concentrée, vêtue d'une vieille robe de voyage, ses mains nues. Elle arriva à l'endroit où Papy et Elias avaient coupé à travers les roseaux, et elle s'agenouilla, ses doigts effleurant la terre retournée. Monologue intérieur d'Elias. Pourquoi était-elle seule? Où était Adèle? Béatrice était la passion, mais aussi l'instabilité. Elle ne traquait pas comme sa sœur. Elle était là par obsession, non par devoir. Béatrice se leva et regarda dans la direction de la forêt. Elle ne les voyait pas, mais elle savait qu'ils étaient proches. « Elias » murmura-t-elle, sa voix incroyablement douce, presque une caresse. « Je sais que tu m'entends. J'ai un cheval, et je sais où se trouve la carte de mon père. Nous pouvons partir ensemble, loin d'Adèle, loin du feu. » Elle fit une pause, ses yeux cherchant dans l'obscurité. « J'ai encore tes lettres, Elias, celles que j'ai arrachées au feu. Je ne les ai pas brûlées. » Elias réalisa la conclusion avec cœur. Le dilemme moral ne s'arrêtait jamais. Béatrice était là, seule, offrant la rédemption à la fois de son espoir et de sa vie. Mais en retour, elle demandait son âme. Papy attrapa Elias par le bras, le tirant plus profondément dans les buissons. « Li fou, Paqueli, li gagnon piège. Elle est folle, ne la crois pas, c'est un piège. » Elias savait que Papy avait raison. Mais les lettres, Béatrice fit un pas vers la forêt. Elle lâcha la lanterne sur la terre, la lumière tombant sur sa robe de voyage. Elle sortit une liasse de papier, les lettres d'Aimée, les derniers espoirs d'Elias, et les déposa au sol. « Je ne te force plus, Elias. Si tu ne viens pas, je pars seul. Mais je laisse ça ici, pour ton frère. » Elle se retourna et disparut dans l'ombre, abandonnant la lanterne et les lettres. Elle ne regarda pas en arrière. Elle était partie, mais elle avait laissé un test. Elias regarda les lettres au milieu des buissons. Il y avait un risque immense. Il pourrait s'agir d'un piège. Il regarda Papy. « Nous devons prendre ce risque, Papy, » dit Elias, un souffle. Ils s'avancèrent vers les